Le plaisir est sans cesse renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine, pour ensemble, moi et l'invité et moi, en tout cas pour que nous puissions débattre de temps fort de l'actualité. Aujourd'hui, je reçois un jeune leader, un jeune cadre, comme les mots bien l'appeler. Comme vous le savez, les jeunes aujourd'hui se débattent pour, en tout cas, participer dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Et bien, je reçois Célestin Ngoma, qui est coordonnateur national de la jeunesse nationaliste du PALU, le parti cher à Antoine Gizenga. Très heureuse de vous recevoir, Célestin. Le plaisir est partagé. Voilà, le PALU aujourd'hui, comment ça se porte? Comment se porte le patriarche Antoine Gizenga aujourd'hui? Le vieux se porte très bien. Il est d'ailleurs pour sa santé et le souhait de tous les Congolais. Tous les Congolais aiment voir Gizenga en bonne santé parce que c'est la plus grande bibliothèque. C'est la plus grande bibliothèque que nous avons. L'un de nos grands-pères d'indépendance, il faut parler de grands-pères parce que le père, il y en a dans tous les états possibles. Il se porte bien, il était en voyage, il est déjà revenu au pays, il est en train de suivre et participe dans l'actualité politique. Il participe d'ailleurs avec la plus grande sagesse qui ne puisse exister. Vous avez dit c'est une bibliothèque et je crois que c'est le regret, la remarque que j'avais fait à vraiment à mon père à l'époque, à Yvon Kimpio. Pourquoi nos vieux, nos pères n'aiment pas écrire leur mémoire? Quand ils partent avec tout leur savoir. Est-ce que vous n'allez pas demander à Antoine Gizenga d'écrire? C'est vraiment le regret que moi j'ai par rapport à mon père, qui fut aussi l'un des pères des indépendances, Yvon Kimpio, de n'avoir pas écrit ses mémoires. Est-ce que vous ne sentez pas que nous perdions beaucoup de choses avec? Nous disons toujours bibliothèque, bibliothèque, mais quand ils partent avec leur savoir, leur richesse, leur tout quoi. Je ne sais même pas comment m'exprimer, mais vous ne regrettez pas ça aussi? Vous êtes autour de lui, est-ce que vous ne le conseillerez pas un jour d'écrire vraiment ses mémoires? Je regrette comme vous. Je regrette. Et mon regret, il se place peut-être de l'autre côté. Peut-être que je me sens maintenant Kibin. Je me dis, entre Fidel Castro et nous jeunes Kibin, qui devait écrire pour l'autre? Ce n'est pas nous qui devons écrire pour Gizenga et les autres. C'est à lui de raconter aussi, parce que nous pouvons poser de questions, mais c'est lui il connaît les... Oui, mais parce qu'eux ont fait quelque chose. C'est nous qui ne lisons pas, c'est nous qui n'écrivons pas. Nous n'écrivons pas parce que nous ne lisons pas. Bien sûr, nous n'écrivons pas parce que nous ne lisons pas. Gizenga a écrit déjà deux ouvrages. Mon témoignage et Ma vie et ma lutte, qui est sorti d'ailleurs après qu'il soit quitté de la primature. Ces ouvrages existent. Gizenga parle de lui, de sa lutte, de son combat politique et du Congo. Parce qu'il a vu naître, il a participé à sa naissance. Il l'a conduit jusqu'aujourd'hui. Il se place des bons côtés de l'histoire. Il veut communiquer aux Congolais. Il écrit. Les Congolais ne lisent pas. Quelqu'un peut parler en mal de Gizenga. Tu te dis, monsieur, mais c'est ce qu'il connaît le Congo. S'il doit parler en mal de celui qui a fabriqué aussi le Congo. Alors on s'est dit, les Congolais, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous devons lire, comprendre la pensée, parce que finalement, le président Obama ou sa génération écrirait plus que la génération de Lincoln, même si c'est lui qui a aboli l'indépendance. Et les Français, pareil. Personne ne peut dire que la Jeanne d'Arc, avec sa génération, devait écrire plus que les Sarkozy et Hollande. Donc c'est à nous d'écrire sur cette vie, sur cette génération. Nous devons lire, nous devons nous instruire. Mais parce qu'il y a eu une mauvaise culture qui nous a interdit d'aller plus loin, de connaître notre Congo, nous nous sommes abandonnés et nous sommes dans les pleurs. Pour rien. Pourtant, les bibliothèques vivantes sont là. Gizenga est là. Voilà. Comme le regret aussi, le feu Jean-Marie Bomboko qui est parti, les pionniers de l'indépendance, tout ça, ils sont en train de partir, chacun part avec ses connaissances. Mais comment on saurait que Jean-Marie Bomboko a été aussi parmi les jeunes de Mbinza? Voilà, il faut lire, il faut tracer son histoire, son voyage avec Gizenga et Adoula. Il faut lire pour comprendre les rôles qu'il a pu jouer dans les changements ou bien dans le déclin en tout cas du pays. Du il faut pays. Lire pour lui Voilà, pardonner, il faut lire pour que la justice naturelle soit faite. Voilà, que vraiment des historiens de renom fassent leur travail, en tout cas que nous lisions un peu pour connaître à fond l'histoire de notre pays. C'est la recommandation d'un jeune cadre. En tout cas, la lecture, en tout cas, c'est vraiment un voyage, comme on dit. Nous entrons donc de plein pied dans la rétrospective proprement dite. Nous ouvrons cette fois-ci par un dossier pas politique. Hein. En tout cas, nous avons levé l'option d'ouvrir Info 7 par l'éducation. Comme vous le savez, cette semaine, les jeunes élèves de l'Athénée
de la Gombe sont manifestés parce qu'ils ont ouï dire que leur terrain a été spolié. Ils sont allés voir l'autorité urbaine pour reconnaître en tout cas les dessous de cette histoire. Et Congo Web, évidemment, notre rédaction est descendue avec eux pour avoir un peu la suite. Et nous vous proposons aussi la réaction de la Lysadel par rapport à la spoliation, de la soi-disant spoliation du site de l'Athénée Royal, l'ex-Athénée Royal de la Gombe. Des élèves de l'Athénée en colère dans les rues de Kinshasa. Une marche spontanée pour dénoncer ce qui s'apparente à une autre spoliation de leur établissement scolaire. Nous voulons notre terrain de l'Athénée. Nous le voulons. Mais la justice et non l'injustice. Les Chinois viennent dans notre pays pour nous coloniser, c'est pas bien. Nous, on veut notre terrain et notre toilette. Est-ce que Congolais vraiment Congolais à Chine, à l'école, à Chine, à Monibana, à 8 terrain, à ton ambassade. Pour ces élèves, la solution a un nom, André Kimbuta. C'est ainsi qu'ils vont pendant quelques heures assiéger les abords de la résidence du gouverneur de la ville. Ce, après quelques échauffourées avec la police, l'un d'entre eux s'en est sorti avec quelques blessures. Ayant reçu les informations selon lesquelles le premier citoyen de la ville allait descendre dans leur école, ces élèves vont rebrousser chemin. Remonter, ils vont cette fois-ci s'en prendre à tout ce qui servait de clôture à l'espace querellé. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ces écoliers en furie vont également s'en prendre à la salle de dojo, jadis leur salle de gymnastique. Au milieu de ces casses, le haut sommet va faire son entrée, accompagné du ministre de l'EPC. André Kimbuta va inviter les élèves au calme et promet de remédier à cette situation. J'ai promis aux élèves, je leur ai dit, leur mission première c'est l'école, qu'ils rentrent étudier. Dans l'entretemps, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et moi, nous nous impliquons, nous allons rencontrer l'ambassadeur de Chine, le ministre des Affaires étrangères, des Travaux publics, des Affaires foncières, pour que nous voyions ensemble ces contrats pour que l'Athénée ne soit pas violée. La réponse à cette revendication des élèves de l'Athénée de la Gombe est attendue ce jeudi, mais d'ores et déjà, le gouverneur de la ville aura réussi avec une méthode bien à lui à calmer la tension. Si pour d'aucuns la colère des élèves de l'Athénée de la Gombe est vue d'un mauvais œil, par contre la Lysadel s'en félicite. Godé Kayembe qualifie ces actes d'une résistance de plein droit. Lorsque j'ai appris que les enfants de l'Athénée de la Gombe, ils ont protesté, ils ont marché, j'ai eu la fierté dans mon cœur. Je me suis dit que ce sont ces enfants qui sont réveillés et qui connaissent leurs droits. L'Athénée de la Gombe n'a pas été spoliée aujourd'hui. Si vous regardez du côté de l'espace récréatif, vous verrez que cet espace-là est spolié, occupé par le privé. Aujourd'hui, on vend aussi une autre partie, la partie où les enfants vont faire leurs pratiques. Mais qui serait à l'origine de cette spoliation? Il n'y a aucun préfet qui peut se donner le luxe de vendre l'espace de l'État. Il n'y a que le ministre de l'EPSP qui a ce pouvoir, qui peut se permettre. Dans le système tel qu'il fonctionne, le gouverneur ne met pas ses pieds dans l'enseignement. C'est l'affaire du ministère de l'EPSP. Un acte qualifié de flagrant par Godé Kayembe qui propose l'initiation d'une enquête par le procureur général de la République. Il appelle également les élèves à lutter jusqu'à obtenir gain de cause. Les enfants doivent veiller, doivent continuer à garder pression. Il leur appartient de garder pression jusqu'au moment où on doit leur retourner le bien réservé aux enfants. Jusque-là, les élèves attendent la suite que pourra donner le premier citoyen de la ville dans ce dossier qui reste pendant, lui qui a promis une issue heureuse à cette affaire. Célestin Goma, j'aimerais bien savoir, où avez-vous fait vos études secondaires? Ben, j'ai fait mes études secondaires
dans une grande mission catholique du coin de mon terroir. C'est la mission Kilembe, une grande mission catholique du diocèse d'Idiofa. Alors, dans les Kouilou. Vous savez, ce que nous avions plus bénéficié dans les coins, c'est l'éducation. Au moins, nous avons trouvé l'infrastructure et nous avions de bonnes écoles dans tous les coins du pays à l'époque, surtout dans ma province. Qui est du Kouilou. Aujourd'hui, vous voyez ces images, Célestin Ngoma, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous qui avez passé, vous avez eu des bonnes études sans problème, sans trop de bradage, de spoliation comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, nous n'avons pas eu de bonnes écoles. Là, je justifie parce que nous avions trouvé de bâtiments qui ont été construits en 60. Non, on n'a pas renouvelé l'infrastructure congolaise même avant. La Téné royale existait déjà, ce sont les Belges qui ont construit mais alors moi, je ne me demande pas, je me dis pourquoi nous n'avions pas fait beaucoup d'efforts pour changer la chose. Pourquoi devions-nous nous plaindre? Est-ce que c'est à nous de nous plaindre? Nous aurons beaucoup plus d'obligations de vouloir changer la chose que nous déplorons déjà. C'est comme les enfants, ils n'ont pas aimé et ils sont là en train de revendiquer. C'est de leur droit, mais ils doivent revendiquer en ordre comme ils l'ont fait, mais ils ne peuvent pas eux aussi casser. Il y a les autorités qui les ont entendus, mais l'autorité de la ville a cité toute une série d'autorités ou de responsables. Elle devra commencer l'autorité avec le ministère des Affaires foncières, savoir qui en est l'acquéreur. En ce moment, la question que l'on se pose, c'est chaque fois comme ça, on a l'impression que la ville, André Kimbuta se réveille tout avec des dossiers dont il ne connaît pas, en tout cas le commencement ni d'Adam ni d'Ève. Comment des concessions comme ça dans son secteur, on brade des écoles comme ça et lui n'est pas au courant? C'est la question que l'on se pose. Tout s'est fait sans lui ou en dessous de lui, où le gens lui fait signer des choses, il ne comprend pas. Ben mais c'est quoi la responsabilité d'un gouverneur lorsqu'il y a la vente d'un bien public ou une partie de la vente? Le gouverneur n'est pas concerné du tout. L'information, il doit en avoir. Ah, exactement. Mais comment lui... Et lorsqu'il a l'information, il a le pouvoir d'intervenir, de conseiller ou de beaucoup savoir. Il doit. Et c'est pourquoi il a été là. Il a répondu aux enfants. Il a répondu aux enfants. Il sait ses responsabilités. Ce n'est pas parce que les enfants ont réagi que nous devons trouver qu'il y a eu des faiblesses. Non. L'autorité est peut-être... Mais c'est une école. C'est vrai que nous avons eu des discussions assez chaudes. C'est vrai que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais l'État n'a pas le droit aussi de vendre à n'importe qui, à n'importe quel endroit. C'est un terrain qui appartient à une école. C'est un espace où les élèves doivent jouer, peut-être, ou pratiquer un sport, le football ou quoi. Mais nous, on a l'impression qu'à Kinshasa, on ne veut pas avoir d'espace. Est-ce que la Chine, on a ouï dire, on ne sait pas si c'est vrai, est-ce que les Chinois doivent construire leur ambassade? Rien que là, il n'y a pas d'autre espace pour bâtir une ambassade en République démocratique du Congo. Rien que dans l'enceinte de la Téné de la Gombe. L'obligation pour l'État congolais ou son devoir, c'est de construire plus d'écoles. Ce n'est pas de les détruire, je le comprends. Lorsqu'on vous donne les statistiques par rapport aux écoles construites, vous savez voir ou décrypter la volonté de l'État, c'est d'augmenter le nombre d'écoles. Alors, lorsque une est peut-être empêchée de bien évoluer ou bien spolier, il faut peut-être chercher à corriger. Je crois que les enfants et les autorités sont déjà d'accord sur ce qui doit être fait. On ne doit pas condamner. Ça existe. La Chine, ce n'est pas la seule école. Il y a beaucoup d'espace. C'est pas la seule école où le terrain sont bradés. Il y en a maintenant, c'est vraiment beaucoup à Kinshasa. C'est pourquoi la justice doit faire son travail. Nous avons un État, les enfants ont revendiqué parce qu'il y a les droits. Et l'autorité a été en train de répondre parce qu'il a des responsabilités. Et il va trouver, pour que ces écoles retrouvent leur quiétude, qu'ils voient leur école pour des générations futures, comme j'aimerais voir ma mission qu'il aime avec mon collège Ufuta. Voilà, j'aimerais encore... Pour les générations futures. Pour les générations futures. Ma fille, si elle voit cette école, et elle peut comprendre que papa a grandi dans quelles conditions, ça peut lui permettre à elle de rêver et de participer au changement pour le pays, comme moi j'essaie d'y penser. C'est vrai, nous avons vu les images, nous analysons aussi les images, puisque Congo Web, c'est la force de l'image. Nous avons vu un peu, Élisée Odiala dit, les échauffourées entre la police et les élèves. Est-ce que la police ne peut pas se maîtriser face... Je sais bien que les élèves sont un peu excités, mais les policiers sont formés pour en tout cas se maîtriser face à n'importe quelle situation. Ce sont des enfants, donc même si les enfants font un peu de bruit, mais ils sont formés pour être un peu plus calmes et se maîtriser, ne pas réagir épidermiquement aux provocations des élèves. Tout le monde doit changer sa position, tout le monde doit chercher un peu à avancer. La police, c'est vrai qu'il faut encore une dose du professionnalisme. Quand on est en face des enfants qui sont déjà excités,
qui sont déjà énervés à une situation, il faut savoir la réponse à donner, la réaction même. S'il faut calmer, il ne faut pas trop bouger et les effrayer davantage ou que ça donne l'impression que vous avez. Mais de l'autre côté, les enfants, et aussi, ils doivent comprendre, ils doivent commencer à apprendre dès leur niveau que la police n'est pas notre ennemi, que la police est là pour nous sécuriser. Que la police, si elle intervient, c'est qu'il y a un peu de déviation. Et lorsqu'il y a déviation, il faut la laisser remettre de l'ordre. Ça doit être une clôture. En ce moment, ça facilitera que nous avancions en ordre, que nous ayons une police responsable vis-à-vis d'un peuple aussi responsable. Voilà, nous entrons maintenant de plein pied dans la politique, mesdames et messieurs. Le deuxième dossier, c'est par rapport au communiqué de la Sencom. Comme vous le savez, la Senco a été, en tout cas, a offert ses services pour mettre ensemble le rassemblement et la mouvance présidentielle. Mais il y a eu beaucoup de sons de cloche. Il y en a qui disent que la Senco a échoué, d'autres disent non. La Senco n'a fait que donner le rapport. Ce n'est ni échec ni réussite. Donc la déclaration aussi de la société civile par rapport à l'inclusivité. Dans ce communiqué publié par la Senco sur la mission de bons offices auprès des acteurs politiques et des forces vives de la nation, les princes de l'Église catholique disent avoir relevé beaucoup de convergences entre la position des acteurs politiques et ont pris part au dialogue national tenu à la Cité de l'Union africaine d'une part et de l'autre les mémos du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et du Front pour le respect de la Constitution, mais également des divergences lesquelles portent essentiellement sur la Constitution, le processus électoral, le fonctionnement des institutions pendant la période de la transition, les mesures de décrispation politique et le mécanisme de suivi de l'accord politique. Sur ces divergences, la Senco estime qu'autour d'une table, dans un format réduit, un compromis politique est encore possible si les parties prenantes s'y engagent et font preuve de bonne volonté. Tout en restant disponible à porter ses bons offices, la Senco dit prendre à témoin le peuple congolais et la communauté internationale. Elle en appelle également à la responsabilité et à la bonne volonté politique des uns et des autres pour éviter à l'arrêt du Congo de sombrer dans une situation incontournable. Après l'audience accordée par la Senco à notre délégation ce samedi 3 décembre 2016 au centre interdiocésain de Kinshasa, nous sommes réunis au centre pour handicapés pour analyser la situation de l'air. Après échange et débat, tenons à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale, ce qui suit. Prenons acte de l'échec de la mission confiée par le chef de l'État à la Senco auprès de la majorité et du Rassemblement et alliés. Condamnons le manque de volonté politique et le durcissement des positionnements d'une part de la majorité présidentielle et d'autre part les rassemblements et alliés. Lançons un appel pathétique aux politiciens de privilégier l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts partisans. Saluons les avancées constatées dans les différentes concessions obtenues, fruit de la médiation de la Senco, notamment la reconnaissance du chef de l'État au-delà du 19 décembre 2016. Quant au reste des points de divergence, nous demandons au secrétaire général de la majorité, l'honorable Obé Minakou, de témoigner de bonne foi et de ne pas couper les relations de négociation avec les rassemblements et alliés pour l'avenir radieux de notre pays. Au rassemblement et alliés, également de continuer à mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. Sollicitons au chef de l'État en sa qualité de garant de la nation et des institutions de la République de tout mettre en œuvre au regard de son pouvoir légal et légitime à ce jour pour une rencontre officielle, formelle et fructueuse pour un dénouement de la crise actuelle en vue d'une large inclusivité. Nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale des conséquences qui proviendraient de tous bords tendant à mettre la population en danger en hypothéquant l'avenir de la République démocratique du Congo. Enfin, demandons à la population de ne pas céder à l'appel à la violence et d'être sereine pour ne pas faire couler le sang des Congolais.
Célestin Ngoma, question directe. La SENCO a-t-elle échoué dans sa mission de bons offices? Je ne sais pas s'il faut parler de l'échec ou de la réussite de cette mission. Mais c'est peut-être qu'il faut se poser la question ou se reposer la question sur la mission. C'était quoi la mission? Et qui devait faciliter cette mission? C'est lorsque nous serons en train de nous répondre, à nous donner des réponses à cette question que nous comprendrons qui en sont les responsables. C'est le peuple congolais qui doit savoir, qui doit prendre acte de cette attitude, de cette manque de bonne volonté pour pouvoir aller à la cohésion ou dire un seul mot. C'est la classe politique. Vous n'avez pas à préciser ni l'opposition ni la majorité. Qui manque cette bonne politique pour qu'il y ait fusion et entente pour que le Congo ne sombre pas dans le chaos? En ce moment même, la personne qui a la plus grande mauvaise foi du monde dirait que c'est le rassemblement. En ce moment, tout le monde ne peut dire que la même chose parce que l'autre tendance a ouvert la main, a tendu la main, a ouvert son cœur. Après la cité de l'OIA jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un nouveau gouvernement en place parce que vous savez, ce temps avait été laissé pour la SENCO de mener ses bons offices. Comment ça a échoué? Ça, les prêtres aussi ne le disent pas. La SENCO ne le dit pas clairement. C'est là où ils ont une petite responsabilité. C'est par rapport à la question que vous me posez tout à l'heure. Le rassemblement a tout bloqué. Ce sont les partisans des non. Ils ont dit non à plus de 5 fois. Et les Congolais doivent savoir pourquoi dire non en lieu et place de proposer une solution qui nous éviterait les chaos. C'est là le plus grand danger. Donc malgré la mission de bons offices de la SENCO, le rassemblement durcit toujours le ton et ne veut pas, en tout cas, mettre un peu d'eau dans son vin pour faire évoluer la situation. Ce n'est même plus question d'une impression, mais c'est ça. C'est la réalité, c'est C'est ça la réalité. C'est la réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est là derrière et communiquer. Comme pour vous, c'est presque un semi-échec de la SENCO. La SENCO a-t-elle joué au Ponce Pilate? Il a dit, je me lave les mains, les politiques, débrouillez-vous, c'est votre faute aujourd'hui. Si ça barde, eh bien c'est votre faute. Elle a fait son travail, le travail de sa nature, qui veut qu'elle soit église au milieu du village. C'est l'église catholique, n'oubliez pas. Elle a fait son travail. Maintenant, c'est au peuple et à la classe politique de continuer les dialogues. Mais le peuple a déjà mandaté son pouvoir. Le peuple a mandaté son pouvoir chez les députés. Ils ont mandaté le pouvoir. Il y en a même qui se posent la question à ceux qui étaient au dialogue. Alors, qu'est-ce que vous demandez au peuple? Qu'est-ce que le peuple peut faire? Au peuple, il faut informer. Au peuple, il faut informer et lui conduire, lui donner la ligne à suivre. Au peuple, il ne faut pas aller donner comme si ils étaient des attentifs, ils vous ont donné leur souveraineté et ils se sont dépouillés de tout. Non. C'est d'ailleurs la tendance que moi je condamne avec l'expression, ou que nous condamnons, nous, au Palou, avec l'expression les peuples d'abord. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, on fait ces peuples-là attentistes. Et que vous êtes paternalistes. C'est vous qui avez tout, c'est vous qui devez donner. Mais pouvoir au peuple, c'est qu'on reconnaît qu'on gère avec ces peuples-là. Lorsque ça ne marche pas, c'est avec ces peuples qu'il faut prendre des décisions et des nouvelles mesures. Le Palou était pour dialogue d'ailleurs, vous étiez au dialogue. Qui vous a représenté au dialogue? Nous avons eu des délégués, nous avons eu 4 délégués, nous avions eu son Excellence le ministre des Mines, le camarade Martin Kabouloulou, nous avions eu le professeur Noël Botakil, honorable. Nous avions eu le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'énergie, le professeur Kapanji. Voilà, ils nous ont représentés valablement. Et le vieux Memas, la DGA de l'OFIDA, ils nous ont représenté les 4. Et ils ont suivi les mots d'ordre du patriarche. Les mots d'ordre qui avaient déjà été annoncés, les Palou avaient soutenu le dialogue, l'idée du dialogue. Mais les Palou avaient tracé les lignes rouges. Mais vous êtes alliés de la majorité. Nous sommes alliés du chef de l'État, de la majorité. Mais vous n'êtes pas de la majorité présidentielle, vous êtes des alliés. Nous ne sommes pas de la MP, mais au dialogue. Vous êtes des alliés de la majorité. Au dialogue, il n'y a eu que 3 composantes. Majorité, opposition et société civile. Donc nous y sommes allés comme étant majorité. Nous avions participé dans la majorité à... Dans la composante majorité prédientielle, c'est ça? Dans le dialogue, vous êtes dans les composantes. Dans la composante majorité présidentielle. C'est ça la majorité. Au dialogue, dans le sens du facilitateur. Il a voulu que ce soit 3 composantes, la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile. Mais le Palou est allié à la majorité et il participe
dans la politique du pays, comme tous les autres. Le format redit, c'est vrai qu'aujourd'hui, une large opinion pense que la solution réside dans la rencontre ultime Kabila-Tshisekedi. Vous partagez aussi au Palou ce point de vue qu'il faut que coûte, Kabila-Tshisekedi se rencontrent pour décanter la situation, parce que ce sont les deux qui ont en main la destinée de ce pays. Vous partagez aussi ce point de vue? Le point de vue au Palou, il est celui de voir la paix nous régner jusqu'à l'organisation de cette future élection. Non, répondez quand même à ma question. Je réponds à cette question. Pour vous, ce sera la solution ultime, la rencontre de ces deux grandes personnalités, Kabila Tshisekedi, n'importe où, mais que les deux se mettent autour d'une table et se parlent franchement? Est-ce que ça a déjà posé le problème entre un chef de l'État et un citoyen congolais? De sur quoi un acteur, un grand acteur politique comme le doyen Etienne Tshisekedi? Je crois que ça ne doit pas être un problème, il ne faut pas qu'on en parle. Mais si nous devions en parler lorsque ça nous donnerait des résultats et que cela se réaliserait. Mais à quoi c'est différent d'amener les points de vue du chef de l'État au rassemblement qui se radicalise de plus en plus, qui est à l'extrême? Aujourd'hui, le rassemblement ressemble un peu à l'extrême gauche, si je peux me permettre, c'est ça? Il est trop... De toutes les façons, il n'y a pas de valeur dans les extrêmes, qu'ils soient gauche ou droite. C'est un Tohubohu. Ils sont Jeval, ils sont tout. Ils sont vers les Zanzibar, ils sont partout où nos grands-pères sont passés comme esclaves aux États-Unis. Vous savez, au Sénégal, je ne veux pas vous répéter les noms du lieu. Ben, ils sont ici au rassemblement, mais ils n'ont pas accepté le dialogue. Jusque-là, malgré ce caractère d'ouverture de cet accord, le rassemblement continue à dire non et le rassemblement promet les dangers aux Congolais. Le rassemblement est en train de pourrir la situation jusqu'au 19 décembre, c'est ça? Est en train de jouer au pourrissement jusqu'à la date fatidique du 19 décembre? Qui peut dire le contraire si jusque-là ils n'ont pas signé ou ils n'ont pas cherché à améliorer l'accord politique qui est d'ailleurs ouvert? Qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire si la CENCO n'a pas réussi à cette grande mission dont tous les Congolais attendaient? Qui peut dire le contraire? Et pour vous, comment ça va se présenter l'après 19 décembre, Célestin Ngoma? Ça doit être la même chose que vous, madame. La paix. La volonté de voir notre constitution nous régner jusqu'à l'organisation des élections. La volonté d'appliquer l'accord de la cité de l'OIA. Mais l'accord n'est pas au-dessus de la constitution. Le souhait de voir enfin les rassemblements rejoindre les autres pour la bonne cause. Pas la cause du pouvoir, mais la cause nationale. Il faut que la nation triomphe. Ceux qui ont remis le Congo au conclave de Louvagnom, malgré toutes les faiblesses. Il y a quand même la politique fiction. Il y a un internaute qui m'a dit, mais à l'époque du 1+4, on avait vu le président Kabila descendre chez Jean-Pierre Bemba à pied. Est-ce que cette politique fiction peut se refaire aujourd'hui de voir M. Kabila, le président de la République, un jour débarquer à la 10e rue et voir Etienne Tshisekedi? Est-ce que la porte lui sera ouverte? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette politique fiction, le président peut-il le faire pour sauver la RDC? Ce qui se pose est un problème de canalisation ou de communication entre les chefs de l'État et les doyens Etienne Tshisekedi. Je ne crois pas. Les émissaires ont toujours existé. La politique existe et la politique a ses moyens de contact. Ça a toujours existé. Mais je vous dis que je le suppose, je ne connais rien de tout ça, mais je suppose parce que finalement, nous savons la position du chef de l'État, nous savons la position du Jean Valé de Tshisekedi. Donc, ils se communiquent, ils se sont toujours communiqués par l'entremise. Et si ils veulent, ils doivent se voir. Ça ne doit même pas être un problème. Ce n'est plus un problème politique, ça c'est un problème individuel. Le chef de l'État peut toujours croiser un citoyen. Ok. Nous poursuivons, nous restons toujours dans le secteur politique, mesdames et messieurs, c'est la controverse au rassemblement. Comme vous le savez, le Premier ministre a été nommé au sein du rassemblement parce qu'il fait partie de l'UDPS, mais cela pose énormément de problèmes, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce qu'on dit que Badi Banga c'était auto-exclu de l'UDPS et la signature de l'accord par les forces du futur, les forces en tout cas chères au feu Arthur Zaïdine-Kaba. Le rassemblement n'est pas géré par le secrétaire général de l'UDPS. Le rassemblement est géré par le président du Conseil des sages. Le document que nous avons signé, ce n'est pas le document de deux personnes. C'est le document qui appartient à une commission sensible du rassemblement, qui effectivement a été déposé à la conférence nationale et puisque
épiscopal du Congo concernant les négociations en cours. Je me suis entretenu personnellement avec le président du Conseil des sages, Papa Tshisekedi Wamulumba, et je ne suis pas autorisé à livrer la quintessence des entretiens que j'ai eus avec lui à ce sujet. Et je crois que ça, c'est responsable. C'est comme ça qu'on travaille. Nous ne dépendons pas du secrétaire général de l'UDPS. C'est important. Immeuble Cercas, le siège du facilitateur du dialogue national inclusif y est toujours. Solange Nakupendaye Ngoma s'y est rendue à son tour avec sa délégation composée essentiellement de cadres de forces du futur. Motif, signature de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Ce qui a été fait à la grande satisfaction de la présidente nationale de parti cher à Zaïdi Arthur Ngoma. Sachez que avec son feu président national Zaïdi Arthur Ngoma, les forces du futur ici présentes, que vous voyez là, ont participé aux assises du dialogue de la Cité de l'OUA. Aujourd'hui, il nous paraît comme une évidence patriotique, un devoir patriotique, d'avoir à signer les accords issus du dialogue de la nation. Occasion pour Solange Nakupendaye Ngoma de fixer l'opinion sur la position de force du futur s'agissant de la nomination du nouveau Premier ministre. Nous allons faire en sorte de pouvoir assembler toutes nos énergies, toutes nos capacités, toutes nos compétences au service de la nation. Nous remercions aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir, à l'heure de cette conciliation nationale, montré l'exemple en nommant un Premier ministre issu de la composante opposition. Nous répondons présents avec une participation active aux besoins de la République. Accord dûment signé, Solange Nakupendaye dit s'engager désormais pour la vulgarisation de ces documents à travers toute la base des forces du futur. Célestin Ngoma, avant d'entrer dans le projet condensé qui sera lié en tout cas à la formation du prochain gouvernement Badibanga, est-ce que la signature de l'accord aujourd'hui par différentes forces aujourd'hui n'est-il pas liée aussi à l'entrée dans ce fameux gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la clé du problème. Hein. Tout le monde signe pour être dans le gouvernement. Ben, je ne sais pas s'il faut prendre vraiment ça dans ce sens-là. Moi, je crois qu'il faut chercher à sublimer cet acte ou cette volonté d'adhérer dans une volonté commune. Lorsque on accepte le dialogue, c'est qu'on accepte l'autre. Et si par son poids politique ou bien par les besoins ou même les calculs géostratégiques, cela se faisait que les partis qui signent puissent participer à ce gouvernement. Je ne vois pas du mal. Mais les partis qui signent devaient plus comprendre la mission ou ce qui est dit, l'âme de l'accord. Pourquoi l'âme? Pourquoi expliciter, puisqu'aujourd'hui, je sais que le PALU était descendu pour dire, en tout cas, vulgariser un peu cet accord, parce que vous avez dit, c'est au peuple de comprendre, vous devez informer le peuple. Quelle est l'âme de cet accord? L'âme de l'accord, c'est d'éviter les chaos. Lorsque la République avait été en face des défis à relever, qui ont été communiqués par les gouvernants aux gouvernés, par l'entremise de toute cette couche de société que les chefs de l'État avaient consulté, il revenait maintenant aux deux parties, gouvernants et gouvernés, d'étudier et de répondre. Et les Palou, en ce moment-là, répondaient, disaient qu'il y a un chaos qui s'est pointé à l'horizon. Parce que l'homme politique congolais se nourrissait du chaos. C'est ça ce que l'histoire nous démontre. Et les Palou avaient sonné. Les Palou avaient dit, faisons attention. Les dialogues cette fois-ci, parce qu'il y a des problèmes, oui. Mais quel dialogue? Pas un dialogue pour le partage du pouvoir. Nous sommes là, à la case de départ, le partage du pouvoir. Mais il n'y a pas un mandat qui va faire qu'on partage le pouvoir. C'est là où je vais en venir. C'est qu'il n'y a pas une rallonge de 5 ans ou de 10 ans ou de
de beaucoup d'années. C'est quelques mois pour l'organisation des élections. Ce que nous sommes, ce temps nous permet de vider ces obstacles. Alors, ce gouvernement doit être vraiment restreint, parce qu'il y a une mission, vous l'avez dit, là, c'est éviter les chaos et organiser les élections. On n'aura pas, tout Congolais n'a pas droit. On a l'impression, avec les listes qui se quittent, je sais que dans les réseaux sociaux, on balance un peu tout, mais on a l'impression avec un gouvernement de 60 ministres, c'est quand même trop pour un timing assez court d'une année et quelques mois. Tout Congolais n'a pas besoin de voir un ministre devant lui. Donc, au nombre du Congolais, c'est que nous sommes plus de 70 millions d'habitants, il faut avoir 70 millions. Donc, si tout Congolais veut devenir ministre, il doit avoir son ministre. Chaque regroupement, comme le dit c'est des calculs politiques qui doivent se faire avec beaucoup de sagesse. Et je crois que le Premier ministre est là pour ça. Lorsque vous êtes appelé formateur du gouvernement, c'est aussi ça. Étudier l'échiquier politique, prendre en compte la géopolitique, prendre en compte les défis. D'abord, placer les défis au devant et puis finalement chercher à répondre aux problèmes qui se posent au pays. Donc nous avons un problème d'organiser les élections, mais non seulement organiser les élections, il faut maintenir les caps, il faut chercher à pousser un peu de l'avant par rapport au changement. Mais c'est vrai que nous allons aller à la formation de ce gouvernement, mais le rassemblement n'y est pas. Est-ce qu'on peut laisser quand même quelques postes libres pour le rassemblement? Parce que de toutes les façons, c'est une force politique qui pèse. Vous partagez cet avis aussi? Que on ne peut pas tout fermer, on ne peut pas tout bloquer par rapport au rassemblement. Même s'ils disent non, mais c'est vous qui avez le pouvoir, vous pouvez toujours laisser un peu de place au rassemblement. L'idéal était d'avoir tout le monde avec soi dans cet accord. Mais parce que la nature nous oblige de rester comme ça, ou que les gens restent de leur côté, le rassemblement faire une bonne opposition, hein, une opposition pacifique, une opposition constructive. Parce que jusque-là, parler de régime spécial, ce n'est pas une opposition constructive. Déjà, ça viole déjà la Constitution. Et ça donnerait au président de la République encore une autre opportunité. Donc c'est comme si le président vous demandait d'aller au référendum. Qu'est-ce que les Congolais? Si c'est ça ce qu'ils veulent qu'ils disent avec le régime spécial. Donc, eux, ils sont déjà dans le faux. Qu'ils changent de côté, qu'ils puissent bien faire mener cette opposition parce qu'ils n'ont pas accepté. Mais s'ils voient que ce que nous avions fait n'a pas tenu pour 2, 4, 5 mois qui restent encore pour aller aux élections, nous pouvons aller améliorer la situation. Mais l'accord est ouvert. Qu'ils viennent. La RDC ne vit pas en vase clos. Nous essayons un peu de nous ouvrir un peu, voir ce qui s'est passé ailleurs. Comparaison n'est pas raison, mais il faut toujours comparer pour se faire une idée. Vous avez vu ce qui s'est passé en Gambie avec les élections. Tout le monde, en tout cas, s'attendait à ce qu'il y ait un peu de grabuge, comme on est habitué en Afrique après les élections qu'il y ait de grabuge. Mais à l'étonnement, à la stupéfaction générale, Yaya Jammeh a accepté les résultats sans coup férir. Et ça s'est calmé. Vous avez vu en France, Célestin Ngouma, Hollande a dit non, je ne me représenterai pas parce que, en tout cas, je ne veux pas l'implosion de mon parti. Parce que vu son impopularité, il a pris le risque de dire non. Vous avez entendu aussi qu'en Angola, en 2017, Eduardo ne se représentera pas en 2017. Que vous dites en tout cas, toutes ces réactions à travers le monde? Nous commençons d'abord par la Gambie, la réaction de l'acceptation du résultat par Yaya Jammeh. Ça vous dit quoi aujourd'hui? Je veux dire que le monde vit, l'Afrique vit. Ce que les nouveaux épisodes que nous avons en face de nous devaient être aussi pensés chaque fois que nous faisons des analyses politiques. Ce que vous voyez, contre toute attente, Yaya Jammeh s'est très bien comporté. Alors, 22 ans au pouvoir, hein? Oui, mais la Constitution chez lui n'interdit pas le nombre de mandats. Okay. La Constitution voulait l'alternance aussi. Et ils sont allés aux élections. L'opposant a gagné. Yaya Jammeh pouvait gagner comme il a toujours gagné. Il a toujours organisé des élections. Mais nous les critiquons toujours. C'est ça aussi le problème. Qui avait tort? Peut-être qu'on a mal jugé Yaya Jammeh, mais que Yaya Jammeh, son départ, donne aussi une autre opportunité au peuple gambien de penser autrement. C'est ça qu'il faut prendre. Moi, je le prends positivement. Je vois encore ce qui se passe en France avec le président Hollande. Encore là, les besoins de la création des grands partis politiques. C'est en France. La droite, la gauche congolaise, le PS de François Hollande n'est pas un petit parti. C'est un grand parti, c'est une grosse machine politique qui sait faire la lecture de la chose, de la politique, qui fait bien les topos, qui sait que François Hollande pourrait nous faire manquer de victoires en ce moment ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? François Hollande, un homme politique et aussi sportif, il comprend. Mais il ne comprend pas pour laisser son parti, il va appuyer son parti. Moi, ça me réjouit, ça donne encore un autre épisode à la politique, de ce que nous devons retenir de la politique du monde. Donc, partout ailleurs, comme ça s'est fait avec Madame, j'ai vu que vous aussi vous souteniez Clinton,
Moi, je soutenais la gauche américaine, les démocrates. Mais Trump a gagné, c'est la volonté. Donc, cela se passe comme ça. C'est une réalité que nous devons intégrer pour que nous changions aussi de temps en temps les calculs politiques. Mais cela n'a rien à voir avec chez nous. Ce n'est pas des mêmes situations, ce n'est pas des situations... C'est vrai que ce n'est pas la même chose, c'est un Ngoma, mais comme on avait vu en Gambie, toute l'opposition a été derrière le candidat. Il y avait qu'une seule candidature pour l'opposition. Mais là, la question que l'on se pose en RDC, c'est vrai que la RDC n'est pas n'importe quel pays. Pourquoi l'opposition congolaise ne parvient pas à proposer un seul candidat pour maximiser les chances, pour avoir cette alternance? Est-ce que la guerre des égos est vraiment aussi terrible qu'on le dit en RDC? Parce que la mauvaise opposition s'est instaurée depuis l'ISOR, l'Union sacrée, à la conférence nationale souveraine. Cette opposition qui a semblé gagner du terrain au détriment d'une autre opposition qui menait déjà les pays depuis les années 60, avait été roublée, comment dirais-je, avait été... Avec le coup d'État de Mobutu en 65? Non, pas avec le coup d'État. Cette opposition de l'Union sacrée avec Etienne Tshisekedi vient d'où? Du mouboutisme. L'opposition a toujours existé avec les moumbistes depuis les premiers coups, au mois de septembre, quand Lumumba partait du gouvernement. Une opposition a toujours existé. Mais lorsque nous sommes arrivés dans les années de la conférence pour le pouvoir, pour la primature, il est né une autre opposition qui venait déjà de groupes de parlementaires, de impairs, vous savez, les 12 parlementaires, donc Kyungu Wakumanza, les doyens et puis les doyens Tshisekedi et les autres. Donc cette opposition est née, elle a eu une autre mission. Cette mission, elle était laquelle? Jusqu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas cette mission. C'est pourquoi nous ne savons pas aborder de vraies questions. Elle a une partie de l'opinion avec elle, mais voilà comment elle aborde la situation. Lorsqu'elle préfère le chaos. Lorsqu'elle ne veut pas que les choses avancent. Lorsqu'elle doit dire à l'opinion que nous ne sommes pas en droit de nous attendre. Et elle est restée, une autre opposition est maintenant à accepter d'organiser ou de donner la chance au pays de pouvoir organiser les élections. C'est comme ça qu'il faut prendre. L'opposition va s'entendre un jour. Elle s'attend déjà, mais on n'a pas une même opposition. L'opposition est plurielle? Elle est plurielle. Elles s'attendent déjà. Les Kamer et les autres, les Lucien Boussa, ont une autre opinion, ont une autre lecture des choses. Tu sais que les autres. Les jours qui seront ensemble, ils pourront encore contribuer pour l'avancement du pays. Mais maintenant, ils sont divisés, ils ne peuvent pas apporter de bonnes idées. Lorsque les autres s'en vont, et ils les tirent vers les bas. Nous restons toujours dans le chapitre de la formation du gouvernement, mesdames et messieurs. L'autorité coutumière a réagi parce que ce sont toujours délaissés quand on forme les gouvernements. Alors l'autorité coutumière, en tout cas, a donné son avis par rapport à la formation du gouvernement Badibanga, et le professeur Kalele a donné aussi de la voix par rapport au retard de la formation de ce gouvernement qu'on attend tous. Fumudi Mache, le Premier ministre, le secrétaire général de l'ANATC est venu s'enquérir de la part réservée à l'autorité coutumière au prochain gouvernement. L'autorité coutumière a fait un bon moment où il est en train d'attendre qu'il y ait quand même une réponse à ses revendications. Nous saluons avec notre conférence, la deuxième conférence que nous avions à Kikwit avec le chef de l'État, qui nous a permis d'asseoir certaines lignes. Entre autres, par exemple, la loi sur l'autorité coutumière que nous avions obtenue en 2015 au mois d'août. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans l'application de la réforme foncière. Nous sommes dans l'application des réformes institutionnelles. Si, après avoir eu le ministère des Affaires coutumières, qui était cumulé à l'intérieur et sécurité avec le ministre Mouyège, mais qui était encore lourd, nous avions eu le ministère d'État, décentralisation Affaires coutumières, on sent que le dossier coutumier tente de démarrer, mais effectivement, un peu avec beaucoup de lourdeur. Si aujourd'hui on peut responsabiliser l'autorité coutumière pour qu'il soit l'œil au niveau du gouvernement, pour suivre au moins les intérêts des coutumiers, je crois que tous les chefs coutumiers seront contents. Ainsi, pour l'Alliance nationale de l'autorité traditionnelle du Congo, le social des Congolais demeure l'unique priorité des priorités. Je pense que pour l'autorité coutumière, le plus important, c'est le social des Congolais. Je pars du principe que les élections sont une priorité, oui, mais le social est aussi une des priorités. Est-ce que de deux, faut-il ne pas prioriser le social pour dire, bon, il faut donner une priorité aux élections? Je dis non. Je dis, tout en donnant un accent important au niveau des élections, il y a lieu de penser d'abord au social du Congolais, parce que les Congolais sont en train de souffrir. Il faut que tout simplement que le Premier ministre puisse d'abord se concentrer sur la réponse du social. On ne peut pas ne pas donner priorité au social, si ce n'est alors pour faire exploser le pays.
Fomodifima va par ailleurs rassurer les uns et les autres sur les climats sereins qui règnent actuellement au sein de l'ANATC après un mauvais vent qui a secoué cette dernière. Presque toutes les composantes ont été consultées par le Premier ministre, Sami Badibanga. Mais des jours passent et des pronostics déjoués. L'équipe Badibanga n'est toujours pas connue. C'est à la congolaise, estime le professeur Mathieu Kalele. Je suis en train de tenter que ça entre dans nos mœurs politiques. Nous ne respectons pratiquement jamais les dates que nous nous fixons. Remontons à la conférence nationale. Remontons à Sun City, la nomination du Premier ministre et aujourd'hui la nomination du gouvernement. Ça nous caractérise un peu et c'est malheureux. Autre constat inquiétant, c'est le manque de remise et reprise entre le Premier ministre sortant et celui entrant. Mathieu Kalele y voit une intention de détournement des deniers publics. Dans les affaires de l'État, si vous laissez les gens assumer, expédier les affaires courantes pendant un trop long temps, vous favorisez les détournements de deniers publics et beaucoup d'abus. Je ne crois pas que cette fois-ci on y échappe. Le temps jouerait peut-être à la recherche d'un large consensus. Mathieu Kalele ne souscrit pas à ces démarches. Nos villages, depuis avant Abraham, les chefs coutumiers, sont des autochtones. Combien ont pu développer? On ne va pas nous faire croire aujourd'hui que lorsqu'on aura mis, par exemple, un Kassaïen Premier ministre, donc tous les Kassaïens vont manger, seront rassasiés, tous les Kassaïens vont avoir des véhicules et tout ça. C'est même à la limite de l'idiotie. Pour l'instant, le pays semble à l'arrêt, mais seule la sortie du gouvernement pourrait lui redonner vie. Célestin Ngoma, l'autorité coutumière, est allé voir, comme vous avez vu avec ce chef coutumier, il est allé voir l'autorité par rapport à, en tout cas, le rôle qu'ils doivent jouer au sein du gouvernement Badibanga. Est-ce que c'est pas avoir double emploi? Parce que c'est déjà une autorité, ils ont déjà un pouvoir. Doivent-ils encore être dans le gouvernement pour asseoir leur autorité? Le Premier ministre est en train de consulter. Il ne faut pas qu'il laisse ou qu'une couche de la population soit en marge ou en reste de ce qu'il faut accorder comme chance à ce nouveau gouvernement, surtout lui donner un caractère de l'unanimité. Le gouvernement Sami Badibanga doit avoir toutes les chances des Congolais pour que finalement ça donne aux Congolais ce qu'ils attendent, ce qui est plus important pour nous. Alors je crois que si le chef coutumier doit aller pour apporter tout son soutien à ces nouveaux premiers ministres ou qui se fait consulter pour faire partir de l'équipe prochaine, je crois que nous ne devons pas critiquer ça. Il faut peut-être que le Premier ministre ait le temps de dénicher les compétences au sein de la classe politique que nous avons pour pouvoir mettre en place une équipe qui sera capable de résoudre les problèmes. Il y a même des gens qui se posent quel est le rôle de l'autorité coutumière aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit faire, l'autorité coutumière? L'autorité coutumière, c'est pas seulement vendre les terrains, hein? On a comme l'impression que ça s'arrête que là. C'est le maître de la population. L'autorité coutumière, elle doit accompagner la population. Elle doit accompagner en réalité le peuple parce que nous sommes une nation. Et la coutume doit continuer à exister. Elle est très importante pour nous. Les excès, des choses que vous n'aimez pas, sont protégés d'abord par la coutume, avant même la loi. Je veux parler de l'homosexualité. Pourquoi chez nous ça ne peut pas être possible? Pourquoi chez nous nous n'admettons pas? Parce que la coutume d'abord condamne. Et que la loi s'oblige de suivre ça, parce que ça donne, ça produit, ça génère déjà des faits sociaux. Que ces gens n'aiment pas ces histoires, ces mauvaises habitudes. C'est pourquoi nous attaquons à tout ça. Donc, la coutume, elle est très très importante. Elle doit exister et la loi doit continuer à la protéger. L'État moderne. Parce que nous ne devons pas, nous serons un autre peuple si nous divorçons d'avec notre coutume.
nous n'allons plus avoir de repères, même nous n'allons plus appartenir à la République démocratique du Congo. À aucune nation non plus. Voilà. Vous avez suivi aussi le pauvre Kalele par rapport au retard de la formation du gouvernement. C'est dû à quoi? Parce que il a dit cela favorise en tout cas un peu de vol, un peu de détournement, parce qu'aujourd'hui l'État, Ambroise Mamba l'a si bien dit, tout est figé, tout est bloqué, on ne peut plus rien faire, on est tous à l'attente de ce gouvernement. Pourquoi on attend? Pourquoi cette attente est si longue? Non, on ne doit pas être impatient devant... Mais le pays va mal, hein? Célestin Goma, le pays va mal. Chez nous, c'est vrai, vous dites on ne doit pas être impatient, mais la notion du temps avec le noir, moi j'y reviens toujours. Chez nous, la notion du temps, on n'a rien à voir. On a vraiment, permettez l'exception, rien à foutre avec le temps. Hein. Qu'est-ce que nous manquons à ce moment? Est-ce qu'il faut condamner la façon de fonctionner ou bien le manque ou l'absence d'une institution? Nous n'avons pas un vide juridique. Toutes les institutions sont en place. Le gouvernement est en place. Démissionnaire. Bien sûr. Mais il doit conduire les affaires courantes comme ils expédient. Le gouvernement, il expédie les affaires courantes. Alors, l'État existe. Nous allons regretter de quoi? Pourtant, nous savons que cet État est très important. Cet État, c'est là où je vous dis que la Senko n'a pas été aussi si claire. C'est le rassemblement qui nous retarde. Peut-être qu'il fallait donner ce temps à attendre que les rassemblements viennent signer pour changer les calculs. Mais le rassemblement nous a pris tout le temps. Et le rassemblement a pris la Senko tout son temps. Finalement, la Senko est venue rendre un communiqué. C'est ça peut-être ce qu'il faut condamner. Mais de l'autre côté, il faut aussi... Il a fallu ce temps pour que la consultation ne se passe pas avec précipitation. Samy Badibanga qui vient, il a un morceau d'huile, il est de l'UDPS, il y a une majorité qui existe déjà, il vient dans l'opposition avec d'autres partis. Il faut étudier l'architecture du gouvernement. Il faut étudier l'architecture du gouvernement, il faut tenir compte des sensibilités, mais ça doit prendre un peu du temps. Mais de l'autre côté, cette question, vous savez, c'est le camarade Félix Tshisekedi qui répond bien à tout ça. Il dit, ces gens n'ont jamais été chassés, Samy Badibanga n'a jamais été chassé. Il y a une vidéo qui circule, qui dit ça. Il n'a jamais été chassé parce qu'il n'y a jamais une décision. On ne chasse pas verbalement dans un parti politique. Peut-être qu'on nous montrerait. Donc Samy Badibanga, qui a été à Genval avec eux, qui a été le conseiller du président Tshisekedi, ne peut pas être refusé cette qualité de l'UDPS. Il est de l'UDPS, il est de là. Leur division interne ne doit pas empêcher l'État de fonctionner. L'État de fonctionner. Pour vous, est-ce que Samy Badibanga a la carrure d'être vraiment ce Premier ministre dans ce moment crucial de notre pays? Il a la force de diriger aujourd'hui cette transition. Enfin, moi j'appelle ça transition parce que cette période, il va aller jusqu'aux élections. Samy Badibanga a cette carrure-là? Qui doit lui donner cette carrure? Il doit s'en doter ou bien nous-mêmes les Congolais? L'autorité, on la crée. Et puis on lui donne toutes les chances. Je crois que nous devons lui donner, si nous tenons à des missions que nous voulons, si nous tenons à l'objectif de ce dialogue et ou de l'accord déjà qui en est issu, nous devons lui donner. Et il a déjà le pouvoir. Il a été nommé légalement. C'est le chef de l'État qui a toute la légitimité, qui l'a mise en place. Donc lui, il doit bénéficier de cette légitimité. Et nous devons l'accompagner par notre volonté et notre soutien. Pour qu'il réussisse, parce que finalement, sa réussite, c'est la réussite des Congolais. Moi, je ne souhaiterais pas un Premier ministre un échec. Pourquoi? Pour que mon peuple souffre. C'est ça, les Palous. C'est pourquoi d'ailleurs les Palous ont soutenu le dialogue, parce que nous ne voulons pas donner le chaos au peuple congolais. Nous voulons lui donner la voie de sortie. Nous voulons lui donner la chance de protéger son processus démocratique. Célestin Goma, en tout cas, réfléchissons par là-dessus. Vous donnez l'impression que ceux qui ne sont pas pour le dialogue veulent le chaos, que le sang coule. Donc, le rassemblement veut le chaos. C'est vous qui le dites. Lorsqu'on dit que le 19 décembre, les gens doivent sortir, Kabila doit partir ces jours-là, on détermine même le nombre de jours. Lorsque on vient lancer une opération Kabila bye bye, Kabila Mandé Sili, qu'est-ce que l'on veut dire au peuple? Qu'est-ce que l'on veut communiquer? Pourtant, nous savons déjà ceux qui se sont donnés à ces habitudes de vandalisme où les revendications sont confondues avec une rébellion. Nous ne devons pas nous voiler la face, c'est notre pays à nous. Lorsqu'on signale les dangers, c'est qu'on l'évite. Nous avons dit, les dangers, c'est que ces tenants de cette opinion veulent un chaos. Ils veulent que les jeunes sortent sur la rue et puis crient et fassent comme ils l'ont toujours fait. Nous disons non, nous parlons. C'est pourquoi nous sommes en train de vulgariser l'accord.
Cet accord est déjà en retard de 45 jours. En tout cas, nous suivons jour après jour, 45 jours déjà de la non-applicabilité de certaines recommandations de cet accord. Sur Célestin Ngoma, avec le non-respect des dates, des temps et tout ça, que les élections se tiendront réellement en avril 2018 ou septembre 2018, sûr qu'on aura des élections dans ce pays. Et alors, on va dire que ce n'est pas la faute au rassemblement, puisque là, déjà, l'accord n'est pas respecté dans les timings prévus. On n'a pas encore le comité de suivi, on n'a pas encore le gouvernement. Tout n'est pas... On ne respecte pas le timing. Alors, est-ce que sûr qu'il y aura des élections en 2018? Déjà que cet accord n'a pas encore souffert de quelque chose qu'elle est refus par les rassemblements. Le retard de l'application de certaines L'application, pourquoi ces retards? Mais madame, nous l'avons déjà dit, c'est parce qu'il fallait donner le temps au rassemblement de venir les signer. Même pour le comité de suivi, il fallait laisser aussi la chance au rassemblement? Qu'est-ce qui est prioritaire? Le souci, c'est que cet accord nous engendre, que cet accord nous régit, ou que cet accord nous amène déjà, ou que cet accord renforce déjà notre constitution, ou protège déjà mieux notre constitution. Nous devons y vouloir, nous devons avoir cette volonté. Je souligne trop sur la volonté, le volontarisme politique. Alors, nous ne sommes pas, ça je l'ai dit, pour ne pas justifier cette histoire, parce que mon souhait c'est que nous respections les délais à chaque fois. Mais nous sommes un autre pays avec beaucoup de donnes. Lorsque la donne rassemblement fait en sorte que nous ne puissions pas facilement exécuter cet accord, il faut donner la chance au temps. Revenons à l'exemple de l'Angola, comme on le dit, on le sait, c'est déjà officiel, le président Eduardo Santos a dit qu'il ne va pas se représenter. Pourquoi est-ce que le président Kabila ne peut pas le dire ici chez nous? Peut-être cela peut calmer aussi la tension, peut dissiper les doutes. Dos Santos ne l'a pas dit plusieurs fois que Kabila. Kabila l'a toujours dit mieux que tout le monde. Il l'a dit même 1 million de fois. Mais les gens veulent qu'il le dise à des termes, comme l'a dit le président Santos, c'est leur opinion. Parce que moi, je voudrais qu'il dise ce qu'elle a dit la Constitution. Et surtout faire ce que dit la Constitution. La Constitution, il l'a dit lui-même lors de son dernier discours devant le Congrès. Il a dit, ceux qui veulent savoir que deviendrait le chef de l'État, cette question est déjà résolue par la Constitution. Kabila l'a dit. Il ne se réfère qu'à cette Constitution. Il tient à cette Constitution par rapport au rassemblement qui veut un régime spécial. Alors, qui est respectueux de la Constitution? Voilà, nous continuons, mesdames et messieurs, le social... pardon, nous sommes toujours dans le politique. L'émission est vraiment très, très politique vu les enjeux de l'heure. Nous restons par rapport aux droits de l'homme. La CAGE, une structure de la société civile, a réagi par rapport aux propos du Congrès américain sur le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Et notre rédaction, comme à l'accoutumée, a réfléchi à haute voix sur la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Il se réfère aux événements du 19 et 20 septembre dans lesquels il dit avoir constaté disproportionnalité de force entre les agents de l'ordre et les manifestants. Des graves violations des droits de l'homme inventoriées par la CAGE et qui peuvent être évitées à l'approche du 19 décembre prochain. Dans le cas actuel de la RDC qui connaît une crise assez profonde résultant du refus du gouvernement congolais et de la CENI de pouvoir respecter la Constitution. Cette situation est de nature à plonger le pays dans une instabilité institutionnelle. Voilà pourquoi nous sommes tous engagés dans ce mouvement pour demander aux États amis, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC de prendre des sanctions ciblées contre des officiels qui, par leur rôle, par leurs actions, ont eu à gêner le processus électoral. Faisant d'une pierre deux coups, dit-on, le coordonnateur national de l'Association congolaise pour l'accès à la justice a salué la libération du secrétaire général adjoint de l'UDPS, une avancée qu'il dit être non significative face aux autres cas pour lesquels la libération reste attendue de pied ferme. Un seul libéré sur 250 prisonniers politiques et d'opinion dont nous avons dénombré à ce jour. Vous voyez un peu les pourcentages, c'est absolument rien. Bien avant, Georges Kapiamba s'est félicité des sanctions ciblées déjà prises par les États-Unis à l'encontre de certaines autorités politiques de la RDC. Une théorie controversée par certains scientifiques qui estiment que ces sanctions violent les normes régissant les États en droit international.
Instaurée par l'Assemblée générale, la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains, la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage vise à bannir toute forme de maltraitance. L'esclavage reste aujourd'hui un problème grave qui se manifeste sous diverses formes, notamment servitude pour dette, travail forcé, servitude des enfants, trafic de personnes et d'organes humains ou encore esclavage sexuel. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a actuellement environ 21 millions de victimes de travail forcé dans le monde, générant 150 milliards de dollars américains en profits illégaux dans l'économie privée chaque année. L'Organisation internationale du travail a adopté un nouveau protocole sur le travail forcé qui est un traité juridiquement contraignant qui impose aux États de prendre mesures pour combattre l'esclavage moderne sous toutes ses formes. Retenez que le protocole sur le travail forcé qui a été adopté en 2014 est entré en vigueur le 9 novembre 2016 et la campagne 50 for Freedom vise à convaincre au moins 50 pays d'ici 2018. Célestin, comment vous avez suivi le représentant de la CAGE par rapport au Congrès américain sur le droit de l'homme en République démocratique du Congo? Nous prenons le premier volet, les sanctions ciblées. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas, la RDC est la cible des Américains aujourd'hui? Pourquoi sanctionner des gens? Est-ce que le droit de l'homme est vraiment en péril en République démocratique du Congo aujourd'hui? C'est à vous et moi d'évaluer, de dire si réellement les droits sont en danger, sont mis à mal en République démocratique du Congo. Si on interdit les organisations comme Lucha et Filimbi qui n'ont pas droit d'existence et pourtant ils nous ont été reçus par le chef de l'État à Bukavu, quelle est la différence entre Filimbi et Ujana ou Djano, si je ne me trompe pas? Ce sont tous des mouvements citoyens. Quelle est la différence? Non, je crois que le chef de l'État n'a pas reçu la Filimbi ou la Lucha. Le chef de l'État a reçu les jeunes Congolais. Ce sont Ils des sont Congolais. membres de la Lucha ou de Filimbi? Pour que le chef de l'État les reçoive dans leur qualité en tant que la Lucha, il fallait que leur mouvement, leur regroupement ait les droits de cité. Ça signifie ait rempli la procédure, ait la personnalité juridique. Jusque-là, les autorités compétentes nous disent que la Lucha n'a pas une personnalité juridique, ni la Filimbi. Vous voyez comment un mouvement pour des jeunes qui se disent être républicains, qui veulent un changement, peuvent se comporter. Pourquoi ne pas passer par les autorités compétentes et remplir les formalités? C'est très important. Et lorsque l'État doit veiller sur tout ça, parce que finalement l'État doit contrôler même ces mouvements. Vous êtes sûr que si la Lucha ou les Filimbi aujourd'hui, en tout cas, commencent les démarches, vous êtes sûr que Évariste Boshab leur accorderait le F92 aussi facilement aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que vraiment, en toute liberté, la Lucha ou les Filimbi pourront avoir leur F92? Parce qu'ils existent déjà, dans les formels bien sûr et dans les désordres, ils doivent chercher et à se formaliser. Mais en les cherchant, l'État les connaît, l'État va les juger par rapport à leur comportement pour les répondre. Donc il faut que ça prenne le temps que cela devra prendre. Mais ce qu'il faut dire, c'est de revenir sur la mission même de la Lucha. Mais ses compatriotes, ses compères jeunes, les amis, quand ils ont commencé leur mouvement, ils ne parlaient pas de l'alternance. Ils parlaient du changement. C'est la même Nous chose. pouvions... Le français, alternance, changement, c'est pas la même chose. Non, lorsque l'on parle de l'alternance, on ne vise, dans le cas de la Lucha, on ne vise que le départ du chef de l'État, Joseph Kabila, et son successeur. Mais même si eux comprennent mal que ces successeurs ne devaient venir que de l'opposition. C'est comme ça pour eux l'alternance. Mais lorsque l'on parle du changement, c'est globalisant. C'est dans tous les secteurs de la vie. C'est qu'il y a des mouvements comme les jeunes leaders, comme Oujana, qui peuvent se déplacer, aller voir le ministre de la fonction publique, lui poser la question sur l'engagement des jeunes, l'emploi des jeunes. Comment les jeunes n'ont pas accès au travail? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les vraies statistiques? Et puis dans le corps de l'administration, l'École nationale de l'administration, qui on forme? Comment on admet? C'est ça la responsabilité. C'est ça le mouvement citoyen. Mais lorsque l'on est là, en train de crier, le 19, tout est fini, on n'est pas républicain.
On ne respecte pas les institutions. Vous interprétez la Constitution en lieu et place de la Cour constitutionnelle. Par rapport aux sanctions ciblées, vous trouvez... Alors, les sanctions ciblées, c'est nous qui devons protéger. Mais est-ce que le Congo a déjà livré les Bosco Tanganda et tous les autres à la CPI? Lorsque nous sentons que les gens sont responsables, nous pouvons nous-mêmes les transférer devant la justice. Mais si ce sont les autres qui doivent nous dire que tel a mal commis, il doit encore nous prouver. C'est vraiment des provocations inutiles. Et là, les lumumbistes qui affirment la souveraineté, qui est d'ailleurs l'idéal et l'unité du pays, doivent dire que les Congolais seront sanctionnés que par les Congolais. Par les Congolais, c'est vrai que vous avez relevé en fait c'est de la souveraineté, mais vous et nous sommes dans les réseaux sociaux, nous avons vu en tout cas les lobbying aujourd'hui, ça existe. Hein. Lambert Mende l'a dit, le lobbying c'est quelque chose qui existe. Vous avez suivi l'échange des lettres entre certains lobbying avec la femme, la sénatrice américaine qui a parlé par rapport au lobbying demandé par le gouvernement congolais pour redorer son image. Et pourtant nous sommes souverains. Avons-nous besoin de lobbying pour redorer l'image? Parce que si le droit de l'homme est respecté, tout va bien en RDC, on n'a pas besoin de lobbying pour redorer l'image de la RDC à l'extérieur, surtout aux États-Unis et en Occident. Ça vient de la liberté américaine, les lobbying. C'est la liberté américaine, la liberté des citoyens américains qui les ont poussés à créer cette histoire de lobbying. Eux-mêmes, c'est d'abord trop dans leur propre pays qu'ici. Pendant les élections, qui finance les campagnes? Soros, il est qui pour financer la campagne d'Hillary? C'est des lobbying d'Hillary. Trump lui-même a déjà été lobby de Clinton. Mais par rapport à nous avons besoin... Non, je vous dis qu'ils peuvent l'être aussi pour d'autres pays. S'ils constituent des canaux pour parler avec l'administration Obama, en quoi c'est mal? Nous ne devons pas être en vase clos. Doit-on redorer l'image si tout va bien? Pourquoi avons-nous besoin de ce lobbying si tout va bien? C'est la presse qui le dit mal. La presse le dit comme si c'était quelque chose de saleté dans un monde purement politique. Le monde, il est purement politique avant d'être un monde économique ou autre chose. Il faut avoir des canaux pour communiquer entre le gouvernement. C'est pas mal. Mais le problème, c'est pourquoi on les fait? Et quand on les fait, c'est quoi l'intérêt du peuple? C'est peut-être là la question que nous pouvons débattre. Alors, la sénatrice, elle peut se défendre, les ministres nous donnent la version qui est officielle. Et à nous de croire et de continuer à analyser et de conseiller. Donc, nous reposons la question parce que ce peuple-là veut comprendre autant de sommes d'argent. On s'est dit, on n'a pas d'argent pour organiser les élections, on n'a pas d'argent pour évacuer les poubelles, on n'a pas autant d'argent pour faire ceci, pour les travaux en tout cas vraiment élémentaires en RDC, mais on nous sort des fois des sommes faramineuses et ça choque les citoyens congolais lambda. C'est ça peut-être le problème quand on sort plus ou moins 500 000 $ pour un lobbying. Ces 500 000 $ pouvaient servir à construire une route ou à construire un hôpital ou à redorer l'image de Mama Yemo. C'est ça la question que le suppose. Où sont les priorités en fait en RDC? Je ne défendrai pas moi cette façon de ne pas punir les responsables. Cette injustice, je ne défendrai jamais tout ça. Mais je me dis aussi que est-ce que ce n'est pas que notre politique a ramassé dans la rue, surtout l'opposition a ramassé dans la rue l'argument politicien. L'argument qui consiste à accuser, qui consiste à croire que de l'autre côté on ne punit pas. De l'autre côté à crier aux chiffres. Depuis un certain temps, nous crions aux chiffres dans notre pays. On vous dit des choses, on vous parle de ces chiffres faramineux. Mais parfois, aucune preuve. On n'a pas vu d'échec par rapport à ces chiffres. Mais on vous parle de ça. C'est comme ça qu'on peut vous parler des immeubles sans vous présenter des certificats d'enregistrement. C'est déjà notre habitude. L'homme politique congolais en a. Accuser sans preuve? Accuser sans preuve. Comment nous serions-nous en train de parler de ces sommes colossales que nous n'avons pas vues? Nous allons terminer par le social. Comme vous le savez, c'est une des missions attribuées, en tout cas au gouvernement Sami Badibanga, à l'administration Badibanga, c'est le social. Et même cette fois-ci, nous allons parler de la hausse des prix. Depuis un certain temps, les Kinois se plaignent. Tout monte, en tout cas, des prix à Kinshasa. Et par rapport au Wewa, vous le savez, le Wewa, il faut partir aujourd'hui, je ne fais que le répéter, du paysage, en tout cas, quinois, et même de la RDC. Sans le Wewa aujourd'hui, moi en tout cas pour arriver ici à Congo Web Télévision, j'ai dû emprunter un Wewa parce qu'il y avait un embouteillage monstre de l'Ipen jusqu'à Kitambo. Sans le Wewa, je ne vous aurais pas présenté cette émission. Donc bravo à vous Wewa, en tout cas vous nous sauvez aussi un tout petit peu. Donc mesdames et messieurs, nous allons terminer par ce volet social.
Nous sommes sur l'avenue du commerce dans la commune de la Gombe, à quelques encablures du marché central. Les commerçants de ce coin restent préoccupés par la hausse des prix des denrées alimentaires. La hausse des prix se constate dans tous les produits des premières nécessités que nous vendons. Un sachet de sucre revient à 7000 francs congolais. Cette vendeuse de beignets veut voir au rabais le prix des sacs de farine, du sucre et du bidon d'huile végétale. Nous qui vendons les beignets, nous ne tenons plus le coup à cause de la hausse de prix du sac de farine. Même réaction de la part de cette dame, elle invite cependant le nouveau Premier ministre à se mettre vite au travail pour l'intérêt du peuple congolais. Nous demandons au Premier ministre de revoir davantage le social du peuple congolais et d'assurer l'éducation à nos enfants. L'inflation, voilà un autre défi du gouvernement Sami Badibanga. C'était le jeudi dernier, devant la représentation des chauffeurs de mototaxi. André Kimbuta rappelait alors la procédure des prises de décisions au niveau de la province. Procédure à Kokamamboka et Sengakaboui. Il y a un problème dans le comité provincial de sécurité. Opposé problème, Toyokani, Topimisi décision, Ngai n'endossé décision dans le bien. Voilà. Quelques jours après, cette procédure semble avoir été respectée. Ainsi, à l'issue de la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité tenue ce mardi, après avoir examiné les rapports aussi bien du ministre provincial de transport que du commissaire provincial de la police, le gouverneur de la ville va annoncer la nouvelle réglementation des mototaxis à travers la capitale. L'identification de motos, que ce soit le mototaxi ou le moto de privé, devient obligatoire dans la ville de Kinshasa. Le port de casque est obligatoire. À ce sujet également, il est accordé une période de 60 jours et à partir du 1er février 2017, un contrôle rigoureux se fera dans l'ensemble de la ville de Kinshasa. Si les mototaxis peuvent dès ce mercredi récupérer leurs engins gratuitement encore retenus par la police, ils ne peuvent pas pour autant circuler jusqu'au X-Time. À 20h, heure de Kinshasa, aucune moto n'est autorisée à circuler dans les artères de la ville de Kinshasa. Pour André Kimbuta, il ne vient pas du tout de se raviser, mais plutôt une façon d'extirper du milieu des Wewa les malfrats et ainsi permettre à la police de remplir efficacement l'une de ses missions régaliennes, à savoir assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a quelques jours, le trafic des motocyclistes avait reçu libre cours lorsque le gouverneur de la ville avait ignoré la décision du général Kanyama. André Kimbuta est revenu à la charge pour fixer la fin de ce trafic à 20h. Les Wewa, comme on les appelle communément, approuvent pour la plupart cette décision. Bon, Tondimi Makambo a levé bien. Il faut que tout somba Nikanda, na Plago a levé Wanako. Totambola bien. Pour na casque, na monya on trouve normal. Bana azana raison. Pour na que moto fait ça na densité na ngoki pour na mutaye ba ke moto na ngabo na bo. Pour na wana pe azana raison. D'autres par contre s'en plaignent toujours. Papa tu sois là, tu sois mamusala elle sur 19h. Mamusala 19h. Pour 20h, ba ok ba ndam. Parce que mais eloko tout tapena tolo ndenge baotila biso 20h bato mosusu ndeti bazala na bakota bakingasani wana bazala na bakati banini moto nde efacilitaka bango ke akoma ti na place azokende na kati. Celui-ci dit être étudiant. Il aurait voulu voir cette heure être prolongée.
On a 20 ans, ni fait voir plus ça, sur Botalaga, sur Msuba étudiant, tout qui n'a autant n'a pas pour aller le faire ça. Ça va être à moi 23 heures, à moi 22 heures, et à moi. Ces motocyclistes invitent cependant l'autorité urbaine à renforcer la sécurité dans la capitale pour éviter de leur imputer tout acte de vandalisme. Célestin Ngoma, vous avez suivi cette quinoise qui a dit qu'elle n'a pas de problème avec Samy Badibanga, mais en tout cas, le gouvernement doit vraiment se battre pour ce problème de hausse de prix. C'est ça aussi le problème, ce laps de temps-là aujourd'hui. Qui contrôle quoi aujourd'hui avec ça? On est dans presque un vide là. On ne sait pas à qui s'adresser aujourd'hui pour cette inflation. Là, vous avez suivi les images, un sac de farine qui passe de 36 000 à 42 000 francs. Ça fait un coût pour une Congolaise qui est vendeuse, hein, quand même. Oui, nous sommes au mois de décembre, au-delà de... Il y a aussi spéculation. Voilà, nous sommes au mois de décembre, au-delà de la crise que nous connaissons déjà et puis de ce taux d'échange qui est instable depuis un certain temps. L'acteur économique ou l'opérateur économique en ce moment ici veut garder ses devises parce qu'il doit vendre et puis finalement importer au mois de janvier. Et il y a un problème de devises comme nous en avions déjà par rapport à la conjoncture aussi. Et nous ne savons pas maîtriser, s'il n'y a pas encore de décision qui puisse maîtriser cette flambée. Donc c'est quelque chose à laquelle le Premier ministre devra vite s'atteler. Alors, c'est pourquoi nous souhaitons qu'il soit là, parce qu'il y a des vrais problèmes. Les Congolais, ils ont... À part les élections, il y a vraiment d'autres vrais problèmes. Hein. Mais nous avons parlé des acquis. C'est que la stabilité que nous connaissons depuis un certain temps doit être maintenue. Si elle avait été troublée par une situation conjoncturelle, elle doit vite être réhabilitée. Donc c'est à ça que le nouveau Premier ministre doit vite résoudre pour que finalement nous ayons la calmie. Nous avons déjà des problèmes, nous n'avons pas déjà de... nous ne sommes pas un État riche comme tous les autres, nous avons un problème des recettes, nous avons un problème des moyens, mais il faut un tout petit peu résoudre ces problèmes. Vous parlez de ça, vous relevez toujours des choses, merci, votre intelligence me permet d'avoir aussi de questions. Vous parlez de richesse, un budget de 4,5 milliards, c'est vrai que l'Assemblée nationale a dit niet, il ne veut pas parler de ce budget. Est-ce que Samy Badibanga aura la chance de rehausser son budget avec 4,5 milliards à peine, en tout cas, est-ce que le social, il peut résoudre vraiment le problème des Congolais avec ce budget? Mais il a la possibilité aussi de revoir ses budgets. C'est le Premier ministre. Il a la possibilité de revoir ses budgets. Même le Premier ministre Matata a revu son dernier budget au cours de l'exercice. À la baisse, voilà. Il peut le revoir aussi en os. Tout dépend des programmations qu'il va devoir faire dès les premiers jours. Il doit faire le topo, comprendre la situation, voir où nous pouvons chercher des moyens au-delà de ce que nous produisons déjà, des ressources extra. Comment trouver ces moyens? Nous ne sommes pas un pays aussi endetté comme nous l'avons été il y a quelques années. Nous avons maintenant la possibilité d'aller chercher des capitaux ailleurs et venir ici les investir. Donc je crois que tout est devant le Premier ministre. Moi je crois qu'avec la nation, il n'a que des chances de réussir. S'il y met beaucoup par rapport au volet sécuritaire, c'est vrai que nous allons parler de taxis motos. C'est aussi une question sécuritaire. Ces motos, le gouverneur de la ville a mis un timing bien précis. C'est de 5h à 20h. Mais vous avez suivi ces Kinois qui se disent non, 20h c'est un peu trop tôt. Est-ce qu'on ne peut pas repousser vers 22h? Est-ce que pour vous, les taxis motos sont vraiment, constituent aujourd'hui vraiment un besoin réel pour la population quinoise? Sans eux, en tout cas aujourd'hui, ça sera un peu difficile qu'on se passe d'eux. Mais je vis dans cette population. J'utilise la moto moi aussi. J'ai pris les Wiwa plusieurs fois. C'est même incontable, je ne peux pas. Donc, je vois comment ils rendent service à la population. Comment ils peuvent accéder avec des motos dans des lieux où les taxis n'y arrivent même pas. C'est un problème qui a été résolu. Depuis que ces phénomènes, il faut appeler ça phénomène parce que finalement, ça ne s'est pas annoncé. C'est d'ailleurs ça le problème. C'est que lorsque les Wewa arrivent déjà, l'autorité urbaine devait étudier toutes les mesures possibles. Et la police elle-même. Quelle est la sécurité qu'il faut garantir à la population par rapport aux Wewa? La sécurité, c'est qu'une personne qui monte sur la moto soit bien arrivée chez lui. Mais aussi les motards soient payés. Parce que je connais même des gars qui ont été tués. Quelqu'un monte à bord de sa moto, il va, j'ai dit ça ici, il les tue, il prend la moto, il s'en va. Il court aussi les dangers, c'est pour qu'on doit les sécuriser. Mais il y a aussi
une légalité, il y a aussi une procédure en place qu'il faut respecter, c'est l'État. L'État veut que ça soit ici. Tant qu'il n'a pas encore maîtrisé, il peut passer par des mesures qui peuvent être jugées impopulaires. Et là, il faut maintenir le dialogue vertical. Il faut que l'autorité urbaine continue de parler avec les motards ou les commerçants, ceux qui font ces transports, et aussi continuer à étudier comment résoudre ces problèmes d'insécurité que les motards peuvent causer ou ces phénomènes ont causé depuis que ça existe. C'est un corps de métier aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas les identifier, qu'on leur donne des cartes pour des plaques d'immatriculation, qu'on les identifie un peu? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on ne sait pas qui est ou qui ne l'est pas aujourd'hui. C'est ça aussi le problème. On se réveille un beau matin et il faut apprendre à conduire une moto comme on apprend à conduire une voiture. Voilà, donc c'est l'initiative qu'une population prend déjà par rapport à ces problèmes. La population dit, ben moi je peux faire les wewa, je peux facilement apprendre à conduire et finalement je ferai le commerce. Et l'État doit venir maintenant pour imposer de l'ordre. Tu as appris à conduire la moto, oui, mais tu dois avoir un permis de conduire. Exactement. On t'oblige d'aller chercher ce permis de conduire. Tu as appris de conduire la moto, oui, nous acceptons, tu as déjà le permis, mais tu dois respecter tu dois respecter ces principes. Il faut porter des casques, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut la plaque d'immatriculation, tout ça là. Mais ça doit aller mollo mollo. Lorsque on déclenche ça comme le bombardement d'une boule, là ça s'éclate mal et il y a des cris. Il y a peut-être un grogne à ce moment-là. On ne résout pas efficacement la situation. Il faut aller mollo mollo. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci à Célestin Ngoma. Mais nous n'allons pas terminer sans parler des jeunes. Hein. Comme on le sait aujourd'hui sur la toile, les jeunes se battent, ils veulent être au gouvernement. Pour vous, le souci aussi de la jeunesse nationaliste du Palou, c'est d'entrer dans le gouvernement. Comment pour vous, la jeunesse peut-il œuvrer politiquement ou pratiquement pour apporter sa pierre dans l'édifice qu'est la RDC? Le rôle de la jeunesse, en quelques poussées de secondes. C'est de contribuer à l'avancement de ces pays. En étant au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes se battent pour être au gouvernement. C'est d'ailleurs la question que nous voulons partager ou que nous avions voulu débattre lorsque le président Patrick Kanga du PPRD demandait aux jeunes de Filimbi. Il faut débattre de cette question citoyenne. Malheureusement, nous, avec les jeunes leaders, président Papi Pongo, nous, avec les jeunes nationalistes, nous sommes déjà dans ces débats. Nous voulons déjà montrer à l'opinion nationale que nous sommes capables d'assumer les grandes responsabilités dans ces pays. Comment nous comporter? Nous sommes prêts parce que nous apprenons. Nous sommes prêts parce que nous devons participer. Nous sommes prêts parce que finalement, les changements doivent venir de la jeunesse. C'est la jeunesse qui est le prix du changement. Alors, lorsqu'il y a une jeunesse au pays qui ne participe pas au changement, mais surtout qui confond les changements, qui croit changer, mais tout en mettant un peu ou en faisant reculer en arrière son propre pays, là, c'est très dangereux. Nous appelons donc les autres à ne pas commettre les erreurs que nos aînés ont commis. Parce que ce pays est comme ça, parce que nous le disions avec vous dans les couloirs, ce que on n'a pas fait attention dans le passé. On n'a pas vu les dangers qui étaient en train de venir. Mais en ce moment, est-ce que nous voyons ces dangers? Quelle est la lecture que nous faisons? Nous croyons que c'est ensemble seulement que nous pouvons changer. C'est là où la volonté du Palou est plus importante. Le Palou qui parle déjà de la gauche congolaise, la formation. C'est pour que toutes les forces soient mises ensemble pour penser l'avenir du pays. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Célestin Ngoma, coordonnateur national de la jeunesse nationaliste du Palou, parti cher à Antoine Gizenga, qui est avec mon père, en tout cas Yvan Kipio, parmi les pères de l'indépendance de ce pays. Merci donc à vous, mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique qui a vraiment contribué à ce que cette émission soit bien visualisée chez vous. Merci à tous mes fidèles téléspectateurs et téléspectatrices et bonne suite de programmes à Congo Web Télévision et bon début de semaine à tous les journalistes et précisément aux journalistes de Journalistes en Action. Merci.